Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde partie du 12-14 consacrée comme d'habitude à votre émission Place Publique. Aujourd'hui, nous allons parler de radicalisation et c'est Kalatoumi Abdelhadi qui est avec nous. Bonjour Kalatoumi. Bonjour Siti, bonjour à toutes et à tous. Oui, ces dernières années, vous avez bien remarqué que certaines pratiques religieuses sont remises en cause ici à Mayotte. Jusque-là, on disait que l'islam de Mayotte était un islam modéré, tolérant, mais on voit bien qu'avec ces personnes qui partent apprendre dans le Moyen-Orient, notamment, on voit qu'il y a certaines pratiques qui sont importées ici et qui invitent les Mahorais aussi à changer leur comportement. C'est ce phénomène qu'on appelle communément ici les djaoulas. Donc la radicalisation est un sujet préoccupant pour la France, victime de plusieurs attentats ces dernières années. Comment éviter qu'à Mayotte, nous n'assistions à ces attaques? Risquons-nous de voir des Mahorais participer à ces attentats? Nous allons parler de la lutte, de la prévention, de la radicalisation avec nos invités du jour. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors avec nous aujourd'hui, nous avons Franz Thiel, professeur agrégé d'histoire et spécialiste du Moyen-Orient et de la prévention contre la radicalité. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Nous avons également Houlam Haladi, psychologue de profession, mais surtout membre du CERLIM, Centre d'études sur la littératie à Mayotte. Et dans ce cadre, vous avez mené des études sur les écoles coraniques et les madrasses. Bonjour. Nous avons aussi Étienne Guillet, le directeur de cabinet de la préfecture de Mayotte. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Et enfin, nous avons également le Kadi Ridjali, Kadi de Mtsapéré. Bonjour, monsieur le Kadi. Bonjour. Donc voilà, nous vous remercions de votre fidélité à Mayotte Première. Et je rappelle qu'il y a un numéro à appeler pour poser toutes les questions au 02 69 60 01 01 ou bien envoyer les questions par SMS au 06 39 69 67 67. Exactement, donc nous allons parler de la radicalité. Je vais commencer avec Franz Thiel parce que je rappelle à je préviens plutôt nos auditeurs et nos téléspectateurs que M. Thiel partira en cours de mission vers 13h30 parce que pour des raisons professionnelles, il devrait être à Dembéni dans l'après-midi. Donc je vais commencer avec vous. Vous avez tenu une conférence récemment intitulée Approche de la radicalisation, histoire du djihadisme et basculement dans la radicalité. Donc ça fait plus de 20 ans que vous travaillez sur ce phénomène. J'ai envie de vous demander comment on repère un radicalisé. Écoutez, c'est pas forcément facile, c'est surtout, moi ce que j'ai vu, c'est les changements, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas stigmatiser quelqu'un qui va pratiquer même un islam assez important. Par exemple, je vois des gens qui peuvent avoir une taaba sur une petite tâche qui montre une prosternation, c'est pas ça ou un habillement camis ou salafiste, salaf, c'est pas ça qui va montrer la radicalité, c'est plutôt les changements de comportement, c'est-à-dire quand quelqu'un va passer d'un temps zéro où il serrait la main à une femme, où il avait une pratique de l'islam qui n'était pas forcément sur une exclusion de facteurs et qui d'un seul coup va petit à petit se mettre à basculer et à changer. Alors effectivement, moi j'ai travaillé 20 ans en maison d'arrêt, donc des fois j'ai vu le changement d'une façon très pertinente et très rapide, avec ces cours de promenade qui vont être un vecteur d'un contre-discours. Et ce que je veux dire, moi j'ai pas le recul sur Mayotte, donc je peux pas voir. On dit que Mayotte est à la fois protecteur, un bouclier protecteur. Effectivement, c'est une petite île, donc effectivement on peut rejeter des influences de l'extérieur, mais les allers-retours et les influences extérieures peuvent être pour moi un danger. Toujours est-il que vous êtes, ça fait quelques mois, déjà quelques années que vous venez à Mayotte, donc vous voyez aussi ce phénomène que l'on appelle les djaoulas ici. Oui, alors je vois effectivement des jeunes filles qui vont avoir une pratique un peu plus prégnante avec un gilbeb, avec des influences wahhab, mais ça fait que 8 mois, moi je suis là, donc je veux dire, c'est pas parce qu'on a des fois une envie de bien faire, une envie de pratique un petit peu plus austère, qu'on va tourner dans la radicalisation. Je veux dire, faut faire attention à ça. C'est justement pourquoi il faut, je pense, l'avantage de l'insularité, je pense qu'on peut surveiller, on peut protéger. C'est essayer de voir justement si les influences extérieures et aussi, j'allais dire, les allers-retours de Mahorais, de Comoriens par rapport à la métropole qui vont se montrer comme quelqu'un d'expérience. J'ai l'impression qu'il y a une certaine naïveté. Je veux pas de la part de gens qui arriveraient avec une certaine condescendance et pour expliquer le vrai islam. C'est ça qui est un petit peu. Alors l'avantage de l'insularité, c'est qu'on peut plus facilement repérer. Donc il faut repérer. Je vous saisis au vol. Monsieur Guillet, est-ce que aujourd'hui, ceux que l'on dit radicalisés à Mayotte, ils se sont radicalisés ici ou à l'extérieur ? Alors, déjà, il faut être très prudent sur ce qu'on dit effectivement sur la radicalisation. Quelqu'un qui se radicalise, c'est dans sa pratique religieuse, essentiellement, on le sait aussi sur la pratique religieuse
musulmane. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres radicalisés dans d'autres religions. Il faut quand même être prudent et bien anticiper l'ensemble du sujet, à l'englober. Oui, il y a effectivement des gens qui se radicalisent essentiellement, si on se dit les choses quand même, plutôt en dehors de Mayotte. Pourquoi ? Parce qu'à Mayotte, on a un islam traditionnel qui est tolérant, qui n'a pas du tout été qui n'a pas percolé, l'islamisme la radicalisation n'a pas percolé dans l'islam de Mayotte, donc tant mieux. Et donc c'est pas a priori sur Mayotte que les gens se radicalisent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des Mahorais qui effectivement vont chercher une expérience soit pour apprendre le Coran, parce qu'il y en a certains qui partent effectivement dans d'autres territoires pour l'apprentissage du livre sacré, ou d'autres personnes qui vont en métropole ou qui vont dans d'autres territoires où là ils peuvent subir une influence radicale et qui va changer effectivement leur façon de penser. Après, on a un certain nombre de personnes qui reviennent, qui arrivent sur le territoire avec en provenance de territoires ou d'endroits où l'islam qui est pratiqué n'est pas du tout le même que celui qui est pratiqué à Mayotte, et avec une logique, on dirait, radicale. Roulam Haladi, vous avez mené ces observations sur les évolutions des madras, des écoles coraniques. Qu'est-ce que vous avez constaté ? On a constaté beaucoup de choses. L'objectif premier de ces observations, c'est avant tout d'améliorer l'action ou l'efficacité de l'action éducative, à la fois l'éducation socio-familiale, mais aussi l'éducation scolaire et puis l'enseignement supérieur. Et l'objectif qui est réellement visé, c'est-à-dire à la fois la professionnalisation et l'insertion. Mais là, les dernières observations qu'on a menées ces 3 dernières années montrent bien sûr qu'il y a une dynamique forte d'évolution vers davantage de structures à type madras, c'est-à-dire réellement des écoles organisées, structurées, avec une association porteuse, parce qu'il s'agit de structurer et d'organiser davantage l'enseignement religieux. Ça veut dire qu'il y avait des carences dans les écoles coraniques ? Jusqu'à maintenant, pendant très longtemps, on a eu ces chioni qu'on appelle communément écoles coraniques qui ont fait leur travail C'était d'ailleurs pendant très longtemps les seules écoles qu'il y avait à Mayotte et qui portaient un projet de société. Mais ensuite, à un moment donné, il y a eu un problème d'efficacité, c'est-à-dire que le projet qu'il y avait derrière, on n'arrivait pas à atteindre les objectifs en fonctionnant de cette façon, parce que souvent, on a des enseignants qui sont formés sur le tas, et puis qui transmettent un chioni familial, donc qui ne possède pas nécessairement toutes les disciplines des sciences islamiques. Donc là, avec les madras, le projet, c'est de faire un enseignement islamique plus complet et plus conforme à la tradition islamique, à la fois donc le Coran et les traditions prophétiques. Donc là, on a des spécialistes de chaque discipline qui enseignent dans ces écoles-là. Est-ce que c'est pas là justement le chemin vers la djaoulatisation ? Je me permets ce néologisme. Oui, je pense peut-être il faut faire un peu de terminologie. Monsieur le Cadi est là, peut-être qu'il pourra le faire, mais je reprends déjà. Le djaoula, avant tout, c'est celui qui fait le tablir, c'est-à-dire celui qui va voir ses frères musulmans pour leur faire un rappel des prescriptions religieuses. Donc c'est celui qui fait le rappel dans sa communauté. Donc je pense que cette question de djaoula n'est pas liée directement à la radicalisation. Dans toutes les activités, on peut avoir, parce que quelqu'un a eu une expérience particulière ou a été formé dans ce sens, une radicalisation. Donc je pense que ce n'est pas nécessaire de stigmatiser une communauté ou un groupe plutôt qu'un autre. Pareil, les gens qui font du daïra ou du mlidi ou du je ne sais pas quoi ne sont pas liés. Il ne s'agit pas là de stigmatiser, mais d'employer le terme usité de manière générale aujourd'hui ici à Mayotte. Ceux qui arrivent, qui viennent, qui prêchent, une autre manière peut-être aussi de pratiquer la religion. Oui, on les appelle les djaoulas. Le changement, la radicalisation, ce n'est pas le changement dans la façon de pratiquer la religion.
Si dans une famille, on considère ou quelqu'un considère qu'il pratique mal, bon, il va aller voir son fondi pour lui poser des questions sur le point en question. Et ensuite, peut-être, il va changer sa pratique ou pas. C'est son projet personnel. Je pense qu'il faut aller chercher les bons indicateurs pour arriver à caractériser cette radicalisation et se poser effectivement la question pour le territoire de Mayotte et pour les Mahorais qui vont à l'extérieur et qui vont dans différents pays où ils peuvent effectivement être exposés. Je vois le caddie qui essaie de la tête. Bon, pour moi, je dirais surtout le djawla, on ne peut pas les mettre en cause, on ne peut pas dire qu'ils sont contraires de l'islam. Parce que par contre, pour moi-même, en premier, j'étais djawla avant aussi, mais de mon enfance, j'ai commencé à apprendre, j'ai appris l'islam. Donc, il y a des gens qui se radicalisent. Comment on se radicalise? C'est justement pour voir ou pour se dire, bon voilà, il commence par l'habillement déjà, de dire ça c'est haram, ça c'est... Mais les djawlas ne sont pas là. Par contre, moi je suis content ou ravi de voir les djawlas parce que par eux-mêmes qu'on commence, où ils nous incitent de rentrer dans la religion et de faire ce qui est bon, de défendre ceux qui sont mauvais. Donc les djawlas aussi, ils invitent les gens pour justement faire la pratique énorme. Voilà. Mais et il y a déjà beaucoup d'appels au 02 69 60 01 01. On prend une première personne. Bonjour. 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 Oui. Vous m'entendez? C'est pour moi? C'est pour moi? Oui, oui, c'est pour vous. Ah, vous êtes bien aimable, je n'y croyais pas, mais je suis content, c'est la première fois que j'entends mon direct. Le public comme ça. Vous pouvez y croire, c'est vous. Pour la pause du midi, je suis enseignant, donc j'ai assez de recul là, je peux me permettre de parler de Mayotte, comme je ne suis pas de Mayotte, je suis de métropole, de Normandie, pays de la crème fraîche, et j'ai 9 ans à Mayotte, donc j'ai quand même assez de recul, et je m'en vais, là, je garde des bons souvenirs, et j'ai 9 ans, donc je suis parti, je suis revenu, je suis parti, je suis revenu, donc je peux avoir quand même un jugement, et je suis culture musulmane aussi, je peux avoir un jugement quand même, je peux me permettre un jugement, vu de l'extérieur, du point de vue de l'évolution concernant la religion à Mayotte. Je peux m'exprimer? Merci de votre écoute. Puis-je m'exprimer? Oui, oui, allez-y, vous êtes déjà en direct. Merci. Je constate en 10 ans que, je vais dire que vous parlez de djaoula, c'est-à-dire nous on va passer à l'intégriste, le voile noir est apparu. Je cite personne, je stigmatise personne. Hein. Je suis professeur de lettres, je suis passionné, je suis content de ma carrière, je n'ai pas d'aigreur, je reviendrai peut-être un jour à Mayotte. Sada, c'est rempli, bon, j'ai rien contre les barbes, c'est rempli de barbus. Ils sont même rentrés dans les salles des profs, ils sont arrivés dans l'enseignement. Je vois tout ça comme ça, je me le prends dans la figure, comme si Paris s'était déchargé de ses banlieues de professeurs ingérables, qui respectaient pas les sacro-saints principes auxquels je tiens de la laïcité. Les avait un peu évacués vers Mayotte, et je sais de quoi je parle. Je vois tout ça qui arrive à Mayotte. Et c'est vrai que Mayotte, au départ, je l'ai connu en 2005, quand je suis arrivé pour la première fois. Je suis culture musulmane, mes parents ont fait 2 fois la Mecque, mais je suis pas pratiquant, je suis même un peu athée, je dis, parce que j'aime pas trop dire que je suis à fond athée, mais je vois que Mayotte a complètement changé de figure au niveau de l'islam, complètement. Ça vous inquiète? Les burkas sont arrivés entre deux. Je suis Orange, j'en connais pas de tout respect, je dois à la dame, j'ai rien pour ça fondamentalement, mais quand même, Mayotte a changé. À Orange, vous rentrez, vous envoyez, vous allez à Tsada, une anecdote, une collègue m'a raconté, elle a vu 5 hommes barbus se baigner, habillés. C'est tout ça, c'est vrai que Mayotte n'est pas encore congréné. C'est vrai que Mayotte est protégée parce qu'il y a un islam assez cool depuis toujours. Monsieur, vous avez une question? Oui. Vous avez également une radio libre, Radio Ziani. Il y a un prêche dithyrambique qui est vraiment hystérique tous les dimanches. Ma question, c'est la suivante, et merci de votre écoute beaucoup, et je vous laisserai tranquille. Mais vous en avez conscience de tout ça, les spécialistes de l'islam à Mayotte? Vous n'avez pas cette perception que j'ai? Vous ne l'avez pas? Merci beaucoup. Monsieur, ils vont vous répondre. Je pense qu'on va se retourner vers la préfecture d'abord. On va avoir une réaction de la préfecture. Bon, alors effectivement, il y a des évolutions, ça c'est sûr, vestimentaires qu'on peut voir effectivement. Il y a quelques personnes qui portent effectivement des voiles qui ne sont pas des voiles mahorais, qui sont des voiles plutôt de la culture arabique, si je resitue un peu les choses. On a effectivement aussi, mais voilà, il y a la barbe qui est apparue chez certaines personnes. Bon, c'est pas pour autant que c'est des signes de radicalisation. C'est des signes avant tout de religiosité, sans doute plus exacerbée qu'avant, en tout cas plus visible qu'avant. La radicalisation, c'est effectivement lié à la religion, mais c'est pas parce que vous pratiquez une religion que vous allez être
considérés comme radicalisés. Mais est-ce qu'au niveau de la préfecture, au niveau de l'État aujourd'hui, parce qu'il parle de ces enseignants, loin de moi l'idée de stigmatiser les barbus, on a des barbus d'ailleurs autour de la table, mais est-ce que il le dit, il l'a constaté à Sada, je crois que c'était au lycée de Karani également que ça avait été constaté, où il y avait beaucoup de profs qui avaient une pratique plutôt rigoriste de la religion. Est-ce qu'au niveau de la préfecture, vous l'avez ressenti, vous l'avez répertorié ou... Alors, nous, ce qu'on fait au niveau de la préfecture, c'est qu'on suit un certain nombre de personnes qu'on considère comme étant radicalisées. Et donc, effectivement, on a vu une évolution, ça je ne veux pas le nier. Après, elle est pas spécialement dans un secteur d'activité ou spécialement pour telle personne. C'est un constat global que l'on fait. On a un suivi donc très régulier de toutes ces personnes. Et à partir de là, on est en capacité, effectivement, de savoir comment on peut soit interagir avec eux, soit interagir avec leur entourage pour, bien évidemment, notre enjeu à nous, c'est la sécurité du territoire et donc c'est de voir comment ces personnes peuvent être suivies pour éviter tout malheur. Franz Thiel, parce que vous devriez partir... Je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que pour moi, je veux dire, à partir du moment où on a l'importation d'un islam qui est quand même très spatialisé, qui est très temporalisé, c'est-à-dire sur un retour sur effectivement les pieux prédécesseurs, et qu'on a à avoir effectivement une transformation vestimentaire, pour moi c'est quand même de la radicalité. C'est-à-dire que ce que j'expliquais en conférence, c'est mon point de vue, c'est-à-dire que pour moi la radicalité n'aboutit pas forcément et pas du tout à la violence. Mais à partir du moment où vous êtes 10% de la population ou 7% de la population musulmane et que vous pensez que cet islam des sables, comme je l'appelle, temporalisé à un temps béni qui a été construit à partir de l'époque des Abbassides pour revenir sur la période d'Omeyyades et sur la période des pieux prédécesseurs, pour la temporaliser, la spatialiser et essayer de l'importer dans un espace qui n'est pas le sien, je parle évidemment du wahhabisme, eh bien pour moi c'est une radicalité. Et je pense que c'est un terreau qui malheureusement est favorable. Il faut faire attention, enfin, je veux dire, ce terreau d'un import d'un islam wahhabite, on va dire ce qui est. Moi j'ai des jeunes filles avec des gilbeb, je veux dire, qui pensent s'affirmer par leur foi et rester justement dans une orthodoxie musulmane. Gilbeb, alors je vais vous demander juste de nous traduire ce que c'est que le gilbeb. C'est la burqa, c'est ce qu'on appelle la burqa. C'est ce que vous appelez la burqa, qui est plutôt... Ou le voile intégral. Voilà. Avec des gants, etc. C'est une pratique exacerbée, effectivement, qu'on va retrouver sur une prosternation avec la tahaba, etc. Mais qui est quand même un terreau pour moi. Je veux dire, c'est quand même une radicalité, c'est une forme de radicalité. Et il faut en faire... Parce qu'après, je veux dire, il va y avoir un consensus sur le fait qu'il va falloir moraliser les autres. Et donc, il faut éviter, justement, ces allers-retours, ces Mahorais, ces Comoriens, ces gens qui viennent de l'extérieur et qui vont essayer de juger. Et c'est là, je pense, que le rôle des cadis, le rôle de la préfecture, le rôle de... Moi, j'ai vu tellement de dérives, effectivement, en maison d'arrêt, que je pense qu'il ne faut pas avoir d'angélisme vis-à-vis de ça, qu'il faut véritablement... En préambule, je disais que, justement, il y avait une remise en cause des pratiques. Voilà, tout à fait. Ça va commencer comme ça. Quand on parle des daïras, des débats ou des maoulides, certains se disent que, finalement, il ne faut pas, justement, avoir ces pratiques. Et aujourd'hui, on le voit ici à Mayotte. Vous, déjà, le Cadi, qu'est-ce que vous en pensez? Nous, on a vécu dans les daïras et les moulidis, etc. Donc, moi, je ne vois pas que ce sont des gens qui... faut jamais l'interdire. Parce que déjà, ceux qui mettent les isanés dans différentes écoles ou dans la société, c'est ce qui dit, bon, ça c'est haram, ça c'est bidian, ça c'est le bidian, tout ça, etc., comme daïra, ou etc. Donc, chacun a sa façon de comprendre. C'est pas forcément que, bon, apprendre, on apprend quand même, mais il y a savoir et comprendre. Ça, c'est deux mots différents. Donc, on peut apprendre le Coran, mais on peut pas on peut savoir le Coran, mais on ne peut pas le comprendre aussi. Bon, donc moi je dis, surtout quand on parle de l'habillement, il y a des habillements ostentatoires, bon, donc c'est bien évident, c'est ce qui, peut-être, je ne dirais pas, mais chacun a sa façon d'éduquer. L'éducation, ce que je vais dire dans l'éducation, moi je peux dire à mes enfants peut-être de ne pas s'habiller de telle façon ou telle manière, mais ce n'est pas forcément qu'ils seraient radicalisés comme les gens y pensent. Moi, on avait une réunion, pour terminer, on avait une réunion justement principale qui est ici donc l'année dernière en 2017. Donc moi ce que j'ai dit surtout pour l'habillement, parce qu'il y a beaucoup des Muzungus qui viennent mais ne veulent pas s'adapter avec les Maoris, surtout avec les Bima. Mais nous les Maoris par exemple,
On ne peut pas être à la plage avec, je dirais, avec les enfants. Les maillots de bain. Avec le maillot de bain. Et puis, mais lui, là, ce qu'il disait, c'était pas ça. C'est juste au niveau de ces voiles intégrales. D'ailleurs, normalement, c'est interdit en France d'être sur les lieux publics avec les voiles intégrales. Est-ce qu'il y a un certain laxisme ici? Du tout, il n'y a pas de laxisme. Ce qu'il faut savoir, c'est effectivement, il y a des signes de radicalité, comme disait M. Thiel. Ce que je disais, il y a de l'évolution, on le sent. Maintenant, c'est pas parce qu'on a des signes de radicalité qu'il y a de la radicalisation. Oui, la nuance, elle est là. C'est ce que j'explique. C'est-à-dire qu'effectivement, dire qu'il y a des évolutions dans le comportement de certains individus, qu'il y a certaines choses, certaines pratiques, certains habillements qu'on n'avait pas l'habitude de voir, qui n'existaient pas jusqu'alors à Mayotte, ça veut dire qu'il y a effectivement une importation d'un certain nombre de choses. Bon, ça, je pense qu'on l'a tous constaté. Après, la vraie question, c'est est-ce que cette radicalité de la pratique entraîne une radicalisation? Pas forcément. Ça, c'est pas obligatoire, sûr. Et là, c'est là où il y a un enjeu essentiel pour l'État, c'est de surveiller que s'il y a effectivement des importations de radicalité, que ça ne transforme pas en radicalisation d'individus. Et là-dessus, on est à 100% mobilisé, évidemment, avec des moyens de renseignement pour éviter que toute personne qui soit radicalisée et en passe d'acte radical soit contrôlée et vérifiée pour pas que ça se passe. Je vais vous quitter, je rebondis là-dessus. Je vois des jeunes filles qui m'ont dit « Oui, ça y est, mon frère, il me dit que je ne dois pas m'habiller comme ci, etc. » Faut éviter justement cette importation d'un islam spatialisé qui s'élève en censeur sur les bonnes pratiques. Je terminerai là-dessus et je suis obligé de vous quitter. Merci beaucoup d'avoir été là, Franz Thiel. On prend une personne qui attend depuis longtemps. Bonjour. Allô? Monsieur Abdourahman, bonjour. Non, il ne veut pas. On prend une autre personne. Bonjour. Bonjour. Oui, on vous écoute. C'est M. Bako. Oui, M. Bako. Oui, je veux parler en maoré parce que c'est mieux en maoré que je... Tokiri. Ewa trongo jau. Vanu watros la oho wa force watu amba wode fuji wa mujwa wode kushika sina watu ranguo ho amba. Vile kamba watu kuka oblige wadunge vale moja. Manati ni vlo sunnite na chiite woho ne tuzo zababo ho wa sunnite na chiite. Kula pas pratiquer kaltia toujours mungu de wai wikiwa he. Pikabo wangina wasusumuduga dewe mwala Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam de wai tu basi manati ni leo watu oblige watu amba paka upinde jao paka ufanye jao leo wasuniti na shiiti manati kwa duga rangu walosoma karinga kama example wao wajatambisha tuna urevanu. OK, bye. Marhaba. Oui, non, mais bon, ce qui a été évoqué ici, bon, c'est tout à fait intéressant. Je ne sais pas si je dois répondre en Shimaoré, peut-être. En Shimaoré, après. Yani, bon, réaliser rahamba kweli harma dinia Islam, watongo bole iliyo ambayo madzirongolwa, tungerongolwa ihtilaf au shizungu divergence. Rijua amba wasi piat sawa, karelewa sawa, karna madhhabi sawa, yotongo iliyo mwese ikubaliwa. Kula mtu mdunga imam yahe wahe kula mtu kana madhhabi yahe esa kula mtu itupasa mstehi myahe nikadi maore banu walio bonze iyo kaina tabu yo dini yatu iketi namneyo na kutsanje nengezi harmatongozile rakuzrongo abali wamna kutsaleo waswaja orvoloji harma mahadisiano oidio amba risfanya hazi harmwa ya malezi mana lira randara ratunda ya mavesho na zmadrasa arsona mori isirkali kaisunga mhono harmwa hazma hususi fanyo babo ne yode hazi ya malezi itongao atawanatsa watende hauzuri wakena elimu esa raha wajue waishi na wanyao esa wamwendra ligoli wakefete wajao wakineifahamu wastamie wapare maisha yao wafanye misomo yao wapare mhono hazi leweni suparamba isirkali kaisi na ya mavaisho yanu au na madrasa au ya bihaushashi kaisu serikali ya dawla au serikali ya serikali pia zo manatini manarsonamba yani ni hazi ya bavu harma ya malago na harma starafa be arsona isirkali ya dawla kaisi iligoli
kaisifanya jitihadi tayashinda yajua amba hazitini sifanyilo vanu na hazini ustorpariatana futini alafu ramongalia raha serikali zabavu yani de departement na zitarafa wizo wao kawasi hanguvu na mafundianu atawashinda waunga mhono manatini mana stanabahi mwa 2017 2017 i conseil départemental ika itianziani dars conférence harmwa islam maore abotongo bole yarongolwa banu na lietes dakairongoa unufundi wa Sorbona kaja banu harongoa amba namnaona pia strongo harma zungu tunduzi na watu warenga mrongo sikuyo asona mba ya muhimu maore vanu hawa haraka rifanye namna atamsomo wa dini urengeledzwe na nzia ya urengeledza msomo unu de uva zombo za staki ya mafundi ya mavasho na zmadrasa hakaltejeje ha usomedza fete iluha ya sharaburabuzi pare mafundi wanu na wana tsalera wasomao washindre wandre harmo swafi itrongo imnofu wa itrongo ne mnofu wa idini iwangi hasharabu moni na Qur'ani na moni na zi hadis ne hazini leweni risparamba kaisfanywa mana ni kaitsaifanywe paka zi serikali za mbali na mbali zitotsangana na mafundi pare hazini ifanywe na msomo intonga yarengeledzwa raha msomo wa dini unu raha utiwe université par mafundi wao wajoindra usome. Justement, on va parler en français du coup puisqu'on parle de Sirkali. Étienne Guy aurait compris qu'on parle aussi du rôle de l'État dans l'éducation religieuse. Aujourd'hui, on parle de la formalisation de l'apprentissage de la religion à Mayotte. Est-ce que l'État peut participer, dans la mesure où on est dans un État laïque, est-ce que l'État peut quand même participer dans cette formalisation? Il y a plusieurs choses. Pour la formation, de la formation à la religion, je vais être un peu large. La première chose, c'est que on a eu, et je pense que vous avez couvert ces événements aussi, les assises territoriales de l'islam de France, au cours duquel on a échangé avec beaucoup d'acteurs de l'islam à Mayotte pour effectivement comprendre quels étaient les problèmes. Et entre autres, un des sujets a été cette fameuse question de la formation à la religion musulmane. Dans son sens très large, les imams, les personnes, les enfants dans les madrasas, etc. Donc, il y a effectivement une séparation de l'Église et de l'État, donc ça, tout le monde le sait, même si elle n'est pas applicable de la même façon à Mayotte que sur le reste du territoire national, ça n'empêche, il y a un certain nombre de choses qui sont similaires. Et donc, ce qui fait qu'on a un accompagnement qui peut être fait de plusieurs natures. Un accompagnement, et c'est ce qui a été mis en place il y a quelques temps et qui se poursuit encore, même s'il y a encore des petites choses à faire, c'est le diplôme universitaire laïcité valeurs de la République, que beaucoup de cadis ici à Mayotte ont suivi, mais pas que. Il y a aussi les possibilités, dans certains cas, même si ce n'est pas obligatoirement la volonté pour l'instant des Mahorais, il faut la respecter aussi, de mettre en place des écoles de confession musulmane en contrat avec l'éducation nationale. Comme on peut avoir des écoles privées catholiques, on peut très bien avoir des écoles privées musulmanes. Vous dites que ce n'est pas la volonté des Mahorais, c'est-à-dire? En tout cas, ce n'est pas ce qui nous a été remonté au niveau des assises territoriales de l'islam de France. Ça ne veut pas dire que... Ça veut pas dire qu'il tique un peu. Non, mais c'est possible. Mais en tout cas, c'est très clairement ce qu'on a ressenti. C'était pas une volonté de s'inscrire dans ce cadre-là. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas derrière des madrasas. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres écoles qui sont mises en place. Mais cette forme-là, qui est la forme contractuelle entre l'État, Éducation nationale, et une structure pour faire une école de confession musulmane, comme on peut avoir des écoles catholiques, n'était pas ressentie par les personnes qu'on a pu interviewer. Voilà. Oui, quelquefois dans les débats et les consultations, il y a des biais. Et notamment lorsque les personnes qui sont consultées n'ont pas vécu une situation. Donc, ils ne peuvent pas la relater réellement. Donc là, on a des difficultés qui sont sur les contenus et le projet de société véhiculé par les familles et par les villages.
Donc, cette difficulté-là, mais comment est-ce que nous allons la surmonter? Il y a eu des recommandations dans des études et dans des conférences. Maintenant, il faut voir comment on met tout ça en œuvre. Donc, mettre ça en œuvre, ça pourrait être effectivement aussi peut-être juste une école ou deux confessionnels en contrat comme ça existe ailleurs. Mais c'est quelque chose qui n'a jamais existé ici. Donc, les gens, bien sûr, ont du mal à cette idée. Bien sûr, à en parler. Mais on a vu récemment, nous avons un collège privé qui a rencontré des difficultés. Bon, les causes, peu importe, mais qui a rencontré des difficultés. Mais même cette forme-là, qui est beaucoup plus courante, rencontre des difficultés ici. Ça veut dire aussi que cette idée d'école confessionnelle sous contrat est liée aussi à des moyens spécifiques qui sont les moyens habituels d'une école. Et il faut réfléchir dans ce sens. Parce que même les madrasses, qui sont souvent plébiscitées dans un certain nombre de villages, les habitants n'arrivent pas nécessairement à les mettre en place, ou bien ça prend beaucoup de temps. Pourquoi ? Parce que c'est lié aux moyens des habitants, des familles, parce que souvent c'est un financement par le villageois, par les familles, etc. Donc je pense que ça peut être une solution, ça ne veut pas dire que c'est la bonne solution. Il faut garder ça comme étant une solution, et ensuite c'est à évaluer, et il faut voir si en accompagnant une telle forme, on pourrait faire quelque chose de structurant par secteur ou dans un secteur en particulier pour répondre aux difficultés que nous rencontrons aujourd'hui qui relèvent à la fois de ces influences qu'on veut éviter, les influences néfastes qu'on veut éviter, et les problèmes de contenu et le projet de société des Mahorais qui consiste à la fois à former sur le plan religieux et aussi sur le plan du vivre ensemble et du projet républicain en même temps. On prend une personne. Bonjour. Bonjour. On vous écoute, monsieur. Ok, wami de Saidia Samsada. Nakusani fanywa intervention mtito au harmanu kutwambili. Nokutehanda do vandri wa imisada wa idisa babo ba serikali ne kai Saidia tongo yotstambu mana arsujwa mbario serikali yashi ya le more rongo balsa levan. Donc yo so ne sedzamba yo watujo Saidia hazu namna pia nekade municipalité ya commune nekade département nekade état uyo be watu pia wa ushabaha bwana unafasi toujours Saidia maana zo pia association zo madrasa zo association na kidi association yo pia zo la 1901 du coup toujours manata ya imoja sportif toujours ividiwe le subvention na unu alio na association éducative unu katujwa apara hanamna jeje hunu harmo mana mi président wa i madrasa ilio sadahun donc mon vavo wasir submengo article restio moni sarwani na wenrabure sarwani na utambishifu sarwani pia na stongozo mon manasa wake wanata mastarabu wake wanata wa iduke wa wanata pia stongozo tafike wa umpango mba tojwa serikali neka isaha watojwa wasaidie neka marke neka materieli maana zo perna besoin na hizo na besoin photocopieuse na besoin ya entretien ya zilokozo na pia stongozo susta point vile yangu na kusana ungemhono tena rahamo babo ya bwana hala divabo aonese zabamba aviri har madarisi na zipazashoni aviri awono zitongo na mnazendrao watu wasu misomo yendombe jitia denone babo ya Malaysia wanata safike leo wasirna morde rongo shizungu kutum rina mila zatu rina mipindio yatu rina mavazi yatu morde kabya kanso yeleza wote alevano safike rina katiza mipindio yatu ilokamba yu yatu kartuzwa ratiba ya mtu wangine mazari izoya de quoi ser suo namba isirkal boleo kai surbiza bede kinyumemba isuana na wasi marhaba Saïd San marhaba. Et pourtant on avait une conférence en France en 2016 pour justement la formation des imams. Moi j'étais justement sur le budget donc
Effectivement, il y a Jean-Pierre Chevènement qui était président du culte musulman à l'époque, en 2016. Donc, il nous avait promis que même à Mayotte, normalement, on devait avoir des formations pour des imams, tout ça, etc., qui seront quand même indemnisés, si vous voulez bien. Donc, mais jusqu'alors, on n'a pas eu... Voilà, donc peut-être je les avais parlé avec monsieur le préfet, qu'on était à la mairie de Mamoudzou, c'était en 2018. Donc, justement, je pense, et puis je suis optimiste que monsieur le préfet a toujours l'idée de voir cette indemnité ou cette formation, de le mettre en place. Justement, parlant de la formation des imams, j'ai envie aussi de parler du financement des mosquées. On a l'habitude de dire qu'ici à Mayotte, les mosquées sont financées par l'argent des fidèles. Mais est-ce qu'aujourd'hui, puisque les services de l'État ont quand même comptabilisé toutes les mosquées, en tout cas les mosquées officielles, entre guillemets, qui existent dans l'île, est-ce que vous savez d'où vient l'argent qui a construit ces mosquées? Alors, oui, on le sait, puisque déjà, c'est une autorité publique, hein, c'est pas les imams qui pratiquent, la population, effectivement. J'ai assisté dernièrement à la première pierre de la mosquée de Dzaoudzi, où effectivement j'ai vu un certain nombre de personnes donner clairement de l'argent, donc des pratiquants, des fidèles, donner de l'argent pour construire la mosquée. Et comme on me l'a dit, elle se construira en fonction des dons. C'est-à-dire mais il que n'est pas exclu qu'il y ait de l'argent qui vienne de l'extérieur. Alors, il n'est pas exclu qu'il y ait de l'argent qui vienne de l'extérieur, si, pour la simple raison, parce que tout simplement, à un moment ou à un autre, les flux financiers, quand c'est des grosses sommes, sont obligatoirement identifiés. Voilà, on ne fait pas passer de l'argent d'un endroit à un autre sans qu'à un moment ou à un autre, si c'est des grosses sommes, ça ne se voit pas. Donc soit parce que tout simplement il y a une obligation déclarative pour arriver sur le territoire français, pour quitter le territoire français, soit parce que tout simplement il y a des mouvements bancaires et que les banques sont tenues à Mayotte, comme partout sur le reste de France, à déclarer quand il y a des sommes un peu trop importantes qui arrivent sur leur compte. Est-ce que vous surveillez les prêches dans ces mosquées? Alors, on surveille, comment dire les choses simplement, on a une vigilance sur l'ensemble de la problématique radicalisation. Ça couvre évidemment les personnes. Ça couvre potentiellement aussi les discours. Ça ne veut pas dire que pour autant, on va être en train de scruter chaque instant chaque imam. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais c'est effectivement avoir une vigilance par rapport à certains prêches si effectivement on constate via les personnes qui participent à ces prêches ou tout simplement via ce qui peut être monté du terrain que la personne, le prédicateur qui est en fonction à ce moment-là a un discours radical. Et là, à ce moment-là, effectivement, on est en capacité. Ça a déjà été fait dans d'autres territoires. Ce n'est pas le cas à Mayotte, puisqu'on n'a pas eu ce genre de cas. On n'a pas rencontré ce genre de cas. Mais il y a effectivement un certain nombre d'imams qui ont été expulsés du territoire national suite à des prêches qu'on a considérés comme étant mais s'ils radicaux. sont français, on fait quoi? Alors, s'ils sont français, effectivement, il y a d'autres moyens d'action vis-à-vis de ces imams. Déjà... on peut dire les choses aussi à Mayotte. À Mayotte, la fonction d'imam est une fonction qui est très honorifique. Et je pense que dans la société mahoraise telle qu'on la connaît aujourd'hui, celui qui a la chance d'être imam dans une mosquée, il est de fait contrôlé par l'ensemble de la population de la mosquée concernée. On avait une question, c'était un tout début d'émission. Oui, une personne qui demande combien y a-t-il de fichiers S à Mayotte? Alors, c'est une question à laquelle je m'attendais à ce qu'on me la pose. Vous allez y répondre. Et donc, effectivement, on ne donne jamais le chiffre du nombre de fiches S. Pourquoi ? Parce qu'il y a une importante difficulté. Déjà, une première chose, une fiche S n'est pas émise que contre des radicalisés. Une fiche S, c'est un outil de la police pour pouvoir tout simplement suivre un certain nombre de personnes qui peuvent menacer la sécurité nationale. Il y a évidemment des radicalisés, mais il n'y a pas que ça. Donc, donner un nombre de chiffres de fichier S, c'est déjà une information qui est confidentielle pour des raisons de sécurité nationale, est-ce que tout le monde peut comprendre autour de la table. Et derrière, effectivement, ça n'apportera pas l'élément qui, à mon avis, est celui que votre auditeur cherche, c'est-à-dire savoir combien de personnes radicalisées sont suivies sur le territoire de Mayotte. Alors, où sont surveillés. Où sont surveillés aussi. Et j'en rajoute... Il y a des Français qui partent faire le djihad. Parmi ces Français, il y a des Mahorais. Est-ce que vous les avez identifiés? Vous les avez répertoriés? Vous les suivez ou...
Alors, on va dire les choses très simplement. Il y a eu un cas qui a été d'ailleurs soulevé il n'y a pas très très longtemps par Mayotte Première, d'une personne qui est morte sur le terrain, sur les terrains en Syrie, je crois de mémoire. Donc voilà, on était bien évidemment au courant. C'est quelque chose on suit bien évidemment l'ensemble des personnes qui sont susceptibles ou qui ont une velléité de partir sur ces secteurs. Ça peut être d'ailleurs dans ce secteur de la Syrie, Irak, qu'on connaît qui avait été pendant très longtemps en tout cas le siège de ce califat. Voilà. Il y en a beaucoup. Il y en a un certain nombre. De Mahorais, il n'y en a pas beaucoup, pour dire les choses très clairement. Ça n'empêche que ceux qui sont partis, on les connaît, on sait où est-ce qu'ils en sont, de leur parcours, et où est-ce qu'ils sont. Voilà. Cette personne-là en question était partie, était partie de Mayotte, certes, mais depuis très longtemps, avant d'arriver en métropole, avant de pouvoir engager un trajet vers la Syrie. Donc, c'est pas de Mayotte qu'on a suivi cette personne, puisqu'elle était déjà sur le territoire national. Oui, c'est vrai que sur le territoire, on a des garde-fous qui sont dans la société. Et il y a un contrôle mutuel des uns et des autres. Un notable, effectivement, qui est imam ou qui fait le prêche pour les prières d'Eid, ne va pas effectivement se mettre en danger les autres. Et puis là, c'est vrai que la vigilance que nous devons avoir, c'est vrai bien sûr que le territoire doit être surveillé, mais peut-être on a besoin de surveiller, d'être plus vigilant encore lorsque certains jeunes partent à l'extérieur, parce que effectivement, là où il y a les foyers, en plus du fait qu'il y a des gens qui entrent sur le territoire sans aucun contrôle. Là, bien sûr, on a besoin, il faut avoir une très grosse vigilance sur ça, sur ces flux. Et puis, pour finir, je voulais revenir sur ces structures d'enseignement pour dire que, nous concernant par rapport à ce que nous voyons sur le terrain, aujourd'hui, par rapport aux problématiques sociétales que nous rencontrons, à la fois sur des questions de sécurité et sur des questions éducatives, rien n'empêche aujourd'hui les autorités publiques de s'investir davantage sur le travail qu'on fait dans les villages. Et nous nous sommes rendus compte, par exemple, que le fait de fréquenter ces écoles-là permet à beaucoup d'élèves de développer de grandes capacités mémorielles ou cognitives, d'apprentissage. Donc, et ces mêmes élèves, lorsqu'on les observe dans les écoles, au lycée, ils sont très performants et au niveau des études supérieures également. Donc ça, c'est un exemple, mais il y a beaucoup d'aspects. Le adab, par exemple, qui a souvent été présenté, c'est des gens aussi qui font de l'occupationnel, c'est-à-dire il y a des encadrants qui sont en train de travailler avec eux, alors que d'autres qui sont dehors font d'autres choses et qui sont beaucoup moins avouables. Et pour toutes ces raisons, il faut réellement, je pense, qu'en termes de politique publique, les autorités publiques investissent ce terrain-là et travaillent en collaboration avec ces structures pour réaliser ce projet de société tout en ayant un minimum de contrôle sur les entrées de personnes et de contenu. Quand on regarde les commentaires qui arrivent ici, on ressent quand même une certaine inquiétude de la part de certaines personnes quant à ces jeunes qui partent après le bac et qui reviennent, qui changent complètement de comportement vis-à-vis de la religion. Et quand on vous écoute, on a l'impression d'avoir un calme. Vous êtes vraiment très calme face à la situation. Alors, c'est pas qu'on est calme, c'est qu'on agit. Après, on agit effectivement avec prudence. Et c'est normal, c'est notre rôle. Maintenant, effectivement, on est tout à fait vigilant. Tous les mois, on fait une réunion, ce qu'on appelle, avec l'ensemble des cellules de renseignement, sur la problématique de radicalisation. Donc, tous les mois, on examine un certain nombre de situations pour pouvoir voir s'il y a des évolutions quant à ces personnes qu'on suit. Et maintenant, s'il y a effectivement des gens
qui, pour X, Y, Z raisons, considèrent que leurs voisins, leurs jeunes, leurs fils, leurs filles présentent des cas de radicalisation. Je rappelle, il y a tout un dispositif qui est mis en place par l'État pour signaler ces personnes. Donc, il ne faut pas hésiter à s'en servir pour que, effectivement, derrière ce signalement, on fera les enquêtes qu'il faut, on apportera une vigilance particulière à la personne. Ça ne veut pas dire derrière qu'on la considérera comme étant radicalisée, mais ça veut dire qu'on fera un travail pour vérifier que cette personne n'a pas été dans une logique de radicalisation. Parmi les questions que nous avons, il y a l'association Multakanour, que l'on connaît bien ici. Il y a certains qui s'en inquiètent et se demandent justement si vous inquiétez sur l'association Multakanour ou pas. Alors, je ne vais pas donner de cas précis, vous vous en doutez bien, mais quelle que soit la situation, on est sur l'ensemble du territoire mahorais particulièrement bien renseigné, particulièrement bien attentif à ce qui s'y passe, et effectivement tout signe de radicalisation. Et regardez, ça ne veut pas dire après, et là il faut être très prudent, c'est pour ça que quand vous disiez que je suis calme, c'est pas que je suis calme, c'est que je suis prudent. Nous sommes prudents par rapport aux interprétations qui peuvent être faites une fois qu'on a fait notre étude, notre enquête sur telle ou telle personne. C'est plus compliqué à Mayotte de considérer que porter une tenue musulmane est un signe de radicalisation. Donc il faut que quand on a des éléments, quand on a des signalements, parce que c'est ça le sujet, on fasse une enquête approfondie pour vérifier que la personne est soit juste voulu changer un peu sa pratique religieuse, ce qui est une hypothèse, ou au contraire se lance dans une logique de radicalisation. Et là, effectivement, il faut être prudent. Par exemple, il y a quelqu'un ici qui dit qu'il est un jeune de son âge, 26 ans. Il est parti 2 ans en métropole, il est revenu, il a commencé à dire à l'autre que tu n'es pas un beau musulman, ta façon de pratiquer n'est pas la bonne. Je fais que la personne, donc celle qui était restée à Mayotte, allait à l'encontre de ce que Dieu veut vraiment, et que lui, par contre, c'était un vrai musulman, et qu'il a commencé à lui interdire la télé, les photos, et interdire à la femme d'aller travailler, et que maintenant, il commençait à prendre même le contrôle de certaines mosquées. Je l'invite, cette personne, à se rapprocher du site et du numéro vert qui est mis en place par le ministère de l'Intérieur pour effectivement faire un signalement. Vous en avez beaucoup de signalements de ce genre ? On a un certain nombre de signalements, encore une fois. Décidément. Je ne vais pas vous répondre pour la simple et bonne raison, c'est encore une fois, derrière ces signalements, il peut y avoir parfois des signalements qui sont tout à fait essentiels et importants pour nous. Il peut y avoir aussi, et je le dis très simplement, et on en a constaté, parfois des vengeances personnelles entre personnes, et que la dame qui ne veut se séparer de son mari, ou l'inversement, explique que l'autre, le conjoint, est radicalisé, et que donc il ne faut pas qu'il puisse partir avec les enfants, ou je ne sais quoi. Donc voilà, il faut être très prudent sur les signalements que l'on a. Il y a tout un travail qui est mis en place par les équipes du ministère de l'Intérieur pour qu'effectivement, dès qu'il y a un signalement, on le prenne en compte. Tout signalement est pris en compte. Mais après, il y a une étude pour savoir si la personne est oui ou non sujet à radicalisation. On prend une dernière personne au téléphone. Bonjour. Allô. Allô. Oui. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Rsouvuli kia. Ewa. Allô, sana wanyo. Usijivuli kia uvandre oho nemaja wakati wendre kalatum baki dakika Mojatou. Donc la question c'était comment du coup prévenir le phénomène de radicalisation. Je me retourne vers vous, à Roulam Haladi. Aujourd'hui, pour vous, comment on fait pour prévenir ce phénomène ? Bon, le travail de prévention de la radicalisation, c'est avant tout le travail éducatif. Et le travail éducatif se fait dans les écoles et dans les villages à travers les mosquées et surtout les madrases et les chionis. C'est pour ça qu'il faut un minimum d'intrusion des autorités publiques dans ces structures-là, pas d'intrusion, mais de collaboration. Je corrige, pas d'intrusion. De collaboration pour outiller les responsables de ces structures qui sont demandeurs, parce qu'ils ont besoin de structurer leur activité et de le contrôler. Maintenant, le plus gros risque concernant les Mahorais ne se situe pas essentiellement au niveau du territoire, mais au niveau des déplacements. Donc là, bien sûr, il faut être très prudent par rapport à ces déplacements selon les destinations.
Dofir nous fait signe que c'est la fin. Bon, merci à tous d'être venus. Demain, dans Place Publique, nous serons avec le député Mansour Kamardine et avec Bruno Minas. À demain.